Alors rebonjour tout le monde, on est jeudi soir, on est en fin de soirée, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je vous dis ça tout de suite, il est 20 h et il fait encore très chaud pour vous parler de mes lectures. Alors, lecture terminée, j'ai donc terminé Afterland de Lauren Bucks, je l'ai terminé hier. Et j'ai passé un super moment et franchement c'était pourtant pas gagné parce que la dernière fois que je vous ai pris du coup je vous disais que j'aimais pas du tout le style, que vraiment le style il avait cette oralité, mais en fait à la base c'est pas que j'aime pas les styles un petit peu dans, voilà, le style un petit peu oral, parce que par exemple dans Un gars et son chien à la fin du monde on a un petit peu ce côté journal oral que j'avais adoré, que j'avais beaucoup aimé, mais là il y avait un côté assez un petit peu trash, un peu vulgaire qui m'avait, enfin que j'aimais pas, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop de manière générale. Et en fait au fur et à mesure je m'y suis, déjà j'ai été vraiment prise par l'histoire. Alors même si l'histoire n'est pas hyper complexe globalement on est sur une suite, donc nos personnages avancent de manière assez linéaire, il n'y a pas de grosses surprises, mais j'ai quand même été vraiment prise dans leur histoire, notamment parce que le caractère des personnages est vraiment incroyable. Je trouve que l'autrice a fait un super travail de... ouais, sur la psychologie de ces personnages. Je trouve que c'est... Enfin bref, je reviendrai dessus après, mais pour revenir sur le style, finalement le style que j'aimais pas du tout vraiment au début, j'ai fini par m'y faire et à ne plus du tout faire attention, et même à apprécier certains aspects. Alors voilà, c'est toujours pas ce que j'affectionne le plus, mais ça a pas du tout été un frein à ma lecture, à part sur, voilà, du coup sur le tout début, mais finalement après voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des jeux sur les temporalités et que parfois on ait des retours en arrière, sur le tout début de l'apocalypse avec les premiers malades, les gens qui sont... voilà, les hommes qui sont tombés malades. Au début on savait pas trop ce qu'ils avaient, combien il y aurait de victimes et tout, et puis voilà, de plus en plus loin après l'apocalypse, pour comprendre ce qui est arrivé à notre personnage féminin et à son fils, en fait à nos deux personnages au tout début, comment ils se sont retrouvés à tels endroits, comment ils ont fait pour s'échapper et tout, jusqu'au moment où on a voilà, les temporalités qui se retrouvent et qu'on sait ce qui s'est passé avec sa sœur au tout début, parce que je vous avais dit qu'au tout début du roman notre personnage, du coup la mère et le fils s'enfuient, sauf qu'en fait on sait qu'il s'est passé une dispute avec sa sœur, une dispute très violente, et on sait pas ce qui s'est passé, et voilà, finalement au fur et à mesure les choses se remettent bien et tout. Et j'ai adoré voilà le caractère des personnages, je reviendrai dessus après. Mais autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé que l'autrice elle nous faisait vraiment un portrait de l'Amérique, parce qu'on va du coup traverser plusieurs régions, croiser plusieurs types de personnages, de communautés, et on parle vraiment de beaucoup de sujets. On parle du sujet des armes, voilà, le problème des armes à feu, on parle de religieux, on parle de religion, parce que forcément, comme de toute façon c'est un sujet assez qui revient souvent avec les post-apos, c'est que quand il se passe quelque chose de catastrophique, les gens souvent vont avoir tendance à chercher un refuge dans la croyance, dans l'idée que c'est voilà une croyance, enfin un être supérieur qui aurait dicté ça et que ce serait pour leur bien, ou alors que c'est la rédemption de l'humanité pour nos péchés, machin, enfin bref. Elle parle d'un petit peu de l'extrême droite, de certains mouvements d'extrême droite, c'est assez intéressant. Elle parle aussi à côté de certaines communautés un petit peu hippie, autogestion et tout. C'était franchement intéressant. Je trouve qu'on traverse beaucoup d'aspects différents de l'Amérique, et que c'était à la fois l'objet d'une prospection intéressante sur le futur et ce que ça pourrait devenir, et en même temps il y avait quand même pas mal de critiques. Voilà, pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, globalement rien de très exceptionnel, puisqu'on va suivre cette fuite. Toutes les étapes qu'elles vont faire dans leur voyage vont permettre à l'autrice de développer des aspects en fait de la psychologie des personnages que j'ai trouvé très intéressantes, notamment sur le côté un petit peu voilà, stress post-traumatique lié à l'apocalypse, à tout le monde qui est mort, à la culpabilité du survivant et tout, et aussi à certains problèmes particuliers de nos personnages. On a du coup trois personnages vraiment principaux, du coup la mère, son fils et la sœur de la mère, et chacun a vraiment un gros bagage et est en plein dans la tourmente émotionnelle. Alors la mère parce que voilà, elle s'est disputée violemment avec sa sœur, elle pense même voilà, elle l'a frappée et tout, c'est vraiment très compliqué pour elle. Son mari est mort, tout le monde est mort autour d'elle, et elle doit protéger son fils en n'étant pas chez elle, et elle est perdue. Voilà, un moment notamment du roman qui est hyper fort, parce que un moment elle perd pied, c'est trop pour elle, elle est pleine de culpabilité. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant à suivre. Le personnage du fils est aussi hyper intéressant à suivre, c'est peut-être le plus intéressant, parce qu'il a 13 ans, quelque chose comme ça. C'est le seul garçon survivant à des kilomètres à la ronde, donc il sait qu'il est spécial.
enfin il sait qu'il est spécial. On lui dit qu'il est spécial, mais lui il voudrait juste une vie normale, il voudrait que les choses redeviennent comme avant, donc ça voilà, jusque là rien de particulier, on se doute un petit peu. Mais j'ai adoré certains développements qui sont faits, puisqu'en fait il va être forcé de se travestir forcément, puisqu'il y a quasiment plus de garçons, donc les seuls qu'il y a attirent énormément l'attention, donc il va être obligé de se travestir pardon, en fille, et en fait il y a trop de bouleversements pour lui, c'est vraiment, enfin faut l'imaginer, le pauvre, son père meurt, tout le monde meurt, il est en fuite avec sa mère, il est en pleine puberté, donc forcément c'est pas le moment où on est le plus brillant dans notre vie, et il est un petit peu perturbé, il est obligé de se travestir, donc ça il perd un petit peu en fait il perd tous ses repères, et en plus il voudrait juste de la stabilité, tout ce qu'il voudrait c'est pouvoir s'arrêter, arrêter de fuir. Pareil, c'est un personnage dont j'ai trouvé la psychologie, les pensées, l'évolution très intéressante, assez captivant à suivre, et le personnage de la sœur que j'ai adoré parce que c'est vraiment c'est un peu le personnage de la méchante, mais pas vraiment, enfin c'est un petit peu compliqué, elle est je peux pas trop en dire parce que ça vous spoilerait, mais c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui est au milieu de la violence, du désespoir, et qui et ensuite pour le côté science-fiction post-apo, j'ai trouvé que pas hyper incroyable, pas hyper approfondi, parce que finalement le contexte post-apo à beaucoup de moments du récit va passer au second plan par rapport à la fuite en fait de nos personnages. J'aurais aimé plus. Donc voilà du coup pour cette lecture. Alors ensuite pour mes autres lectures, j'ai décidé d'abandonner la trilogie des Sœurs Carmine de Ariel Holz, parce que j'avais commencé le tome 2 et j'avais quand même pas mal avancé, je devais être à un bon tiers du roman et je m'ennuyais. Franchement, enfin un bon tiers je sais plus, mais bref, j'avais quand même pas mal lu et je m'ennuyais vraiment. J'ai pas compris comment je pouvais m'ennuyer autant avec ce tome 2 alors que le tome 1 était tellement prenant, tellement drôle. Là j'ai pari, alors le personnage c'est Tristabel je crois qu'on suit est marrante parce que c'est voilà une espèce Elle a aucune compassion pour les autres, elle s'intéresse à son apparence et à son ascension sociale, et tout le reste elle s'en tape, mais alors vraiment d'une force. Mais je me suis pas... j'ai pari en fait, c'est pas que je me suis pas attachée à elle parce que voilà c'est... Mais j'ai pari, voilà j'ai pari, j'ai pas trouvé ça intéressant, je trouve ça dommage que... En fait, ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, notamment parmi les autres choses que j'avais appréciées, c'est qu'on voit beaucoup on voit les trois sœurs ensemble, et elles sont toutes un petit peu, voilà, elles sont assez particulières. On voit beaucoup la petite qui est une vraie psychopathe, c'est très drôle, enfin son ours c'est un psychopathe, mais enfin bon bref. Là on les voit pas, enfin pour l'instant là où je me suis arrêtée, on n'avait pas vu Meribert, on n'avait pas vu Dolorine, donc il manquait les choses que j'avais aimées et j'avais pas du tout envie de me forcer à lire un truc comme ça, donc j'ai abandonné. Peut-être que je regretterais parce que la fin est cool, peut-être que finalement le tome 3 est trop génial, mais bon écoutez je vais pas voilà, je vais pas me forcer. Et ensuite j'étais totalement dans le mood pour lire Bilbo le Hobbit de Tolkien. J'avais pris ça en lecture pour lire le soir, et de manière totalement ingénue je me tourne vers Guillaume en lui disant c'est bien ça, parce que lui il est fan du Seigneur des Anneaux, donc je m'attendais à ce qu'il me dise ouais c'est trop cool, vas-y lis-le, et il m'a dit non c'est chiant. Du coup j'étais dégoûtée, l'envie de le lire est totalement passée forcément, il m'a totalement cassé dans mon délire et dans mon envie de lecture. J'ai mis ça sur Instagram et j'ai reçu tellement de messages privés de gens qui me disent ouais c'est vrai c'est super chiant, on s'ennuie et tout, aucun intérêt, et d'autres personnes qui me disaient mais non c'est trop bien, faut le lire, c'est juste que c'est de la jeunesse et tout, faut le savoir, enfin bon bref. Du coup aucune idée si je le lirai ou pas, là il m'a un petit peu cassé dans mon élan, donc Bilbo le Hobbit ce sera pas pour cette fois, ça fait tellement longtemps que je dis faut que je le lise, mais à chaque fois je ne le lis pas. Et sinon pour ma lecture en cours j'ai donc commencé La Cité des Miroirs de Justin Cronin, donc le troisième tome du Passage. Je suis à 80 pages et je dois dire que pour l'instant ce tome 3 est beaucoup moins prenant que les deux premiers tomes dans lesquels à chaque fois je rentre mais comme un poisson dans l'eau, je sais pas si c'est hyper adapté comme expression, mais là je sais pas, les premiers tomes m'avaient fascinée dès le début et là pas plus que ça. Je pense que c'est parce que dans les premiers tomes on a à chaque fois on commence, enfin dans le tome 1 et dans le tome 2 on commence toujours le roman par une partie qui se passe avant ou au tout début de l'apocalypse, et là on retourne direct avec nos personnages de l'après-apocalypse. Et j'aime beaucoup ces personnages, hein, j'ai hâte de savoir ce qui va leur arriver. Mais je sais pas, pour l'instant je le trouve moins prenant que les autres, donc voilà, mais je vais continuer. J'avais fait un calcul, il fait 1000 pages celui-ci, enfin bon, j'avais fait un calcul sur Instagram du nombre de pages qui me restait à lire pour finir
tenir mes objectifs de lecture du mois, mais ça prenait en compte Bilbo le Hobbit, sachant que du coup je pense que je vais pas le lire. Du coup les calculs ne sont plus bons. Écoutez, du coup sur ce je vais vous laisser ici parce qu'il faut encore que je prépare mes affaires et que je sorte la machine, mais c'est bien de sortir la machine comme ça le soir parce que l'humidité du linge va rafraîchir un petit peu la pièce, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est mardi matin et je vous reprends parce que j'ai terminé ma lecture en cours. J'ai terminé La Cité des Miroirs de Justin Cronin, le dernier tome de la trilogie Le Passage. Je suis trop contente de l'avoir terminé, j'ai terminé ce matin, il faisait 1075 pages. Voilà, c'était un beau bébé et je dois bien vous avouer que quand même parfois... Alors c'est pas que j'ai vraiment trouvé le temps long parce que j'étais tout le temps prise dedans en fait. C'est un livre à chaque fois qui m'emporte. L'auteur il a quelque chose, il a une manière de raconter et de donner tellement de détails et qui fait que moi j'accroche complètement au livre. Mais c'était quand même un petit peu long et je vous avoue qu'au bout de 1075 pages je suis contente de l'avoir terminé et de pouvoir passer un petit peu à autre chose. Mais vraiment je suis si heureuse d'avoir terminé la trilogie qui était vraiment... vraiment super. Je crois que c'est une des trilogies, je sais pas si c'est ma trilogie préférée parce que j'ai lu plein de très bonnes trilogies que j'adore et tout, mais clairement ça fait partie de mes préférées parce que mais il y a tellement d'informations, l'histoire est tellement incroyable, les personnages... Oh là là, en fait quand tu penses à ces personnages, ce groupe de personnages qui sont, voilà, un groupe d'une dizaine de personnages qui sont nos personnages principaux qu'on rencontre dans le tome 1 et on suit leur parcours au fur et à mesure des tomes. Et ce qui est incroyable c'est que tout ce qui va à côté, parce qu'on a aussi, vous en avez parlé il y a pas très longtemps dans un vlog, on a aussi du coup des différentes temporalités où on va suivre d'autres personnages, presque des récits dans le récit. Un focus sur un groupe de personnages ou un personnage où on va suivre leur vie, leur existence à tel moment clé de l'histoire de l'Apocalypse, de l'histoire du continent, et on va voilà on va s'attarder longtemps dessus, presque voilà comme une histoire dans l'histoire, et je trouve que c'est assez génial. On se rend compte que ces personnages là sont liés aux groupes principaux et ça fait voilà une immense fresque de près de 3000 pages sur cette histoire, sur ces survivants, sur l'histoire de ce virus et sur cette immense aventure incroyable qu'ils ont tous vécue, qui est à la fois une histoire de survie, de vengeance, de combat, de rédemption, d'amour, de famille, d'apocalypse, voilà, de zombies, mais aussi de foi, de spiritualité, d'espoir et tout. Enfin c'est vraiment incroyable la densité de l'histoire avec tous ces éléments, tous ces personnages, toutes ces petites péripéties. En fait c'est une histoire qui a plein de ramifications. Mais sans jamais avoir l'impression que c'est fouillis, parce qu'en fait l'auteur est assez habile pour nous faire plein d'histoires dans l'histoire, plein de ramifications, mais on voit très rapidement les liens, ce qui fait qu'on n'est pas éparpillé dans tous les sens. En fait ça fait juste une grande bulle comme ça avec plein de trucs et c'est franchement c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, même si il m'a manqué un petit peu de choses parce que quand même dans les deux premiers tomes en fait on a toujours un moment où on va suivre des personnages avant ou pendant l'apocalypse, mais on a vraiment ce côté apocalyptique en fait, et j'avais adoré ces moments là qui étaient super intéressants, enfin qui étaient vraiment très cool. Et là on n'a pas de passage comme ça à cette période là dans celui-ci, parce qu'en fait on va se concentrer sur un autre aspect de l'apocalypse tout aussi voire plus important, puisqu'on va se concentrer sur les origines vraiment avant l'avant qu'on connaissait déjà, et c'était passionnant. Et ce que j'ai trouvé incroyable c'est qu'en fait on va suivre un petit peu l'histoire du personnage, enfin du personnage qui est à l'origine de tout ça, même si bon il n'a pas forcément voulu exactement que ça se passe comme ça clairement. Bon enfin bon c'est un personnage un petit peu compliqué, et en fait l'auteur va nous raconter sa vie mais depuis son enfance, et ça va durer mais des pages et des pages, et je me suis pas rendu compte. À un moment je me suis dit mais attendez, mais qu'est-ce que je suis en train de lire là, parce que c'est comme si on a vraiment cet effet d'une histoire dans une histoire, parce qu'on doit avoir une centaine de pages où on est plus dans un roman post-apo de SF avec des zombies, on est sur un roman contemporain et on suit l'histoire de ce personnage qui arrive de sa campagne à Harvard et qui va faire des rencontres et qui va tomber amoureux. Et en fait à un moment je me suis rendu compte que j'étais en train de lire tout à fait autre chose, et je me suis pas rendu compte tout de suite en fait, parce que l'auteur arrive à m'emporter, et que en plus c'était passionnant, parce qu'il y a des moments où tu fais des liens et tu dis ok d'accord, enfin c'était vraiment vraiment bien, c'était passionnant, c'était fascinant, c'était super prenant, j'ai pleuré, j'étais mais... En fait il y a des moments où tu dis mais non mais enfin il n'y a pas encore des gens qui vont mourir là, parce que bon quand même et tout, et des personnages importants en plus, des personnages... Et en fait bon voilà, par contre c'est aussi très violent, très triste, on parle de suicide, de viol, de bon bah c'est une épidémie zombie, donc en plus il y a tout...
bah, beaucoup de gens qui meurent quoi, c'est pas toujours, toujours très agréable, mais c'était très cool. Je me pose quelques questions sur certaines allégeances de l'auteur parce que il y a un côté un petit peu, je sais pas, peut-être un peu pro arme à feu qui m'a parfois un petit peu gênée et tout. Mais voilà du coup pour ma dernière lecture, et je pense que pour mes prochaines lectures je vais m'orienter sur ces deux romans. Alors je voudrais lire Trois Lucioles, du coup le deuxième tome de Capitale du Sud, que j'ai trop hâte de commencer. En fait c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis déjà 2 semaines ou 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois que je le regarde, je suis satisfaite parce que je sais que quand je vais le lire, je vais passer un excellent moment. Donc voilà, je suis trop contente de bientôt me replonger là-dedans. Et pour le challenge SFFF, j'aimerais bien aussi lire un livre avec des dragons. Alors à la base j'avais prévu de lire Bilbo le Hobbit, mais Guillaume m'a tellement tué mon envie de lire Bilbo le Hobbit que finalement je pense que je vais me lancer dans Feu et Sang de George Martin, du coup la partie 1. D'autant plus que je sais plus quand doit sortir la série, mais je crois que c'est donc pas très longtemps. Et voilà, du coup bah écoutez, je n'ai rien de plus à rajouter. Je vais aller m'atteler au montage de la partie 4 ou 5 du vlog, je sais plus. Alors j'ai failli oublier de vous dire, mais en fait j'organise une lecture commune le mois prochain. J'ai pas encore décidé de la date, mais je pense qu'on commencera à partir du 10 juin, quelque chose comme ça. Ce serait pas mal je pense, le temps que j'annonce la lecture commune et que les gens qui veulent participer se procurent le livre. Du coup on aura une lecture commune du Courage de l'arbre de Liafar Izen que j'ai reçu, enfin que j'ai demandé à Albin Michel Imaginaire, parce que justement je voulais faire cette lecture commune. C'est un roman de science-fiction qui a l'air d'être vraiment très cool, la couverture est vraiment trop belle. Et je connais un peu l'auteur parce que j'avais lu son roman de fantasy, comment il s'appelle son roman de fantasy là, le truc du couchant, la marche du levant, quelque chose comme ça, qui était vraiment très chouette, qui était super original et que j'avais bien aimé malgré ce qu'il y a certains trucs, enfin bref, que j'avais bien aimé. Bref, du coup tout ça pour dire que j'avais très envie de lire ce roman et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de le lire ensemble. Donc il y aura une lecture commune en juin, je vous en reparlerai davantage, je ferai un post sur YouTube et je ferai un post sur Instagram pour vous donner les modalités et tout. Mais bon bah j'espère que voilà, que vous serez quelques-uns à participer et que ce sera sympa. Et puis voilà du coup pour ça. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je sais pas si ça vous convient la façon de faire là que je fais depuis quelques temps, des vlogs découpés. En fait je fais un long vlog du mois. Je commence le vlog au début du mois en fait et je le termine le début ou à la fin du mois, enfin à la fin du mois ou au début du mois suivant. Et je fais pas de... Et en fait je fais les coupes au montage et je divise le vlog en parties de 25-30 minutes. Mais voilà, du coup je m'arrête pas, je dis pas le vlog s'arrête ici et puis ah rebonjour nouvelle vidéo. Parce qu'en fait je sais jamais... Parce qu'en fait je filme et c'est hyper difficile d'arriver à savoir combien de temps fait déjà la vidéo. Du coup je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça, même si ça fait moins... Oui, ça vous fait une espèce de longue vidéo, mais ça me permet du coup de filmer sur tout le mois et de faire le découpage après en fait. Donc voilà, je voulais savoir si ça vous convenait. Donc, voilà, du coup sur ce, je vais vraiment vous laisser, je vais aller justement me mettre au montage. Et puis voilà, du coup je vous laisse ici et puis je reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est mercredi et je vous reprends vraiment très rapidement parce que ma belle-mère doit arriver d'une minute à l'autre et je suis toujours pas allée au magasin où je devais acheter de l'apéro, enfin bon bref, faut que je me dépêche un petit peu. Bref, je vous reprends parce que je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire Feu et Sang, le premier tome de George Martin. Je suis, j'ai bientôt fini, il doit me rester 120 pages, quelque chose comme ça, pour terminer le roman. Et pour l'instant, enfin la première partie en tout cas, et pour l'instant ça me plaît pas mal. C'est un livre que j'appréhendais un petit peu de lire parce que je sais pas si vous savez, mais alors du coup on suit l'histoire des Targaryens. En fait la particularité de Feu et Sang, c'est que c'est raconté sous la forme d'un livre d'histoire, donc on a une narration qui est très particulière. Par exemple on n'a pas de dialogue, on n'a pas accès à l'intériorité des personnages, on est vraiment, on reste très dans le factuel et on a une narration qui est très voilà, enfin un livre d'histoire en fait qui nous raconte les événements, mais on n'a pas, vous savez, par exemple dans le Trône de Fer on avait une narration qui était quand même très engagée auprès des personnages avec je sais plus ce que c'était qu'un point de vue, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas on avait accès aux pensées des personnages, à leur intériorité. Je sais qu'il y a des gens, enfin moi je me souviens à chaque fois que je dis intériorité des personnages, je me souviens de ma première année de lettres modernes où les profs disaient toujours non mais les personnages c'est des personnages, ils n'ont pas d'intériorité, on ne parle pas de la psychologie des personnages, oh là là c'est trop mitalitaire. Bref, c'était trop chiant. Moi je veux parler de l'intériorité des personnages si je veux, et là pour le coup on n'y a pas accès parce que voilà, on n'est pas dans la tête des personnages et on est bref, c'est raconté sous la forme d'un livre d'histoire, donc c'est assez intéressant parce qu'on garde une chronologie normale, enfin linéaire, sauf qu'en fait chaque chapitre va être découpé par thème et vont nous orienter sur une problématique ou un aspect de la vie des personnages ou du règne des personnages, et c'est plutôt pas mal fait.
J'aime bien. Voilà, après c'est vrai que bah, les dialogues ça manque un petit peu, voilà, c'est assez atypique mais ça se lit bien parce que bah, c'est des histoires de dragons et c'est l'histoire des Targaryens, donc forcément il y a un petit truc un petit peu fascinant que j'aime beaucoup. On se situe du coup, je sais plus à quelle époque on se situe, mais on est loin avant le trône de fer. On commence du coup en gros à l'époque où les Targaryens, enfin Aegon le Conquérant, va conquérir du coup les 7 royaumes de Westeros et en fait va unir tous les royaumes en un seul royaume et va devenir le roi de Westeros, alors qu'avant bah, tous les royaumes avaient leur propre roi et que bon voilà tout ça. Et on va suivre ensuite ses descendants, comment ils vont s'en sortir, les trahisons, qui va mourir, qui va prendre le trône, qui va prendre la couronne, qui veut quoi, tout ça et c'est super intéressant. Il y a vraiment ce côté très Targaryen que bah, avec les dragons, voilà, c'est quand même une famille très atypique qui se marie entre frères et sœurs, ce qui ne va pas sans créer des problèmes, notamment avec la religion. Enfin, je trouve ça assez passionnant, voilà. Après je pense qu'il faut aimer déjà de base beaucoup le trône de fer parce que voilà, la narration est quand même un petit peu aride et c'est vrai que on s'attache pas énormément aux personnages, du coup c'est voilà. Après c'est passionnant pour tout le world building qu'a fait George Martin, c'est passionnant pour l'histoire de Westeros, c'est passionnant parce qu'on retrouve des noms de personnages qu'on connaît et c'est vraiment voilà, moi j'aime beaucoup, mais il y a aussi cet aspect un petit peu qui est un petit peu déjà compliqué dans le trône de fer quand l'auteur nous tartine un petit moment l'histoire de telle famille et qui nous donne 25 noms de 25 personnes, de machin, de trucs. Bah là par exemple on a pas mal ça et c'est vrai que parfois t'es un petit peu là, oui, je disais pardon, que ensuite du coup je voudrais enchaîner avec celui-ci qu'il faudrait absolument que je lise avant la fin du mois parce que il va me rapporter plein de points pour le challenge SFFF. Donc voilà pour ma lecture en cours. Ma prochaine lecture, je ne sais pas quand je vous reprends pour la prochaine fois parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai ma belle-mère qui est là pour quelques jours. Du coup sur ce je vais y aller parce qu'il faut que je termine de ranger 2-3 trucs et puis je vous reprendrai plus tard pour vous donner des nouvelles de tout ça. Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est lundi 30 mai, il est 12h30 et je vous reprends pour vous parler du coup de mes lectures puisque j'ai terminé le deuxième... Attendez, je l'attrape, il est juste ici. Du coup je disais je vous reprends pour vous parler de mes lectures puisque j'ai terminé hier soir je crois, oui c'est ça, non hier après-midi pardon, j'ai terminé le deuxième tome de Feu et Sang de George Martin et du coup je voulais vous en dire quelques mots. Alors... je vous avais parlé du premier tome, il me semble que je vous avais parlé du premier tome. Du coup je vais pas revenir sur... Vous savez peut-être que du coup va y avoir l'adaptation en série des 2 romans. Et en fait ce qui va être dans l'adaptation en série c'est donc ce qui concerne la danse des dragons. Donc c'est une période du roman, enfin une période historique du règne des Targaryens qu'on raconte en fait dans cette partie là du roman, voilà, dans la deuxième partie de Feu et Sang. Même si je crois que dans l'édition poche les 2 tomes sont réunis en un seul. C'est en fait la période où va y avoir énormément de conflits entre les Targaryens pour accéder au trône puisqu'en fait le roi Viserys ou Viserion, ils ont tous les mêmes noms, ils se marient tous entre eux donc je vous avoue qu'au bout d'un moment j'étais perdue mais c'est Viserys. C'est ça, c'est du coup Viserys Targaryen qui va mourir et en fait la question de qui est son héritier ou son héritière n'est pas bien claire puisque il s'est marié 2 fois et en fait de son premier mariage il a une fille aînée qui est prétendante au trône mais de son deuxième mariage il a un fils aîné qui est prétendant au trône et en fait toute la question c'est à qui devrait aller le trône, à la fille et au fils parce que la loi de l'aîné mais en même temps le garçon, la fille, bon bref. Et ça va dégénérer, ça va grave dégénérer puisqu'il va y avoir du coup plusieurs factions de Targaryens qui vont entrer dans la danse, voilà, et ils ont tous des dragons, il y a plein de... bon voilà, ça va devenir le bordel et c'est encore plus le bordel puisque du coup comme ils se marient tous entre eux, entre frères, entre sœurs, entre cousins, entre oncles, machin et tout, au niveau de la généalogie ça devient vite le bazar donc voilà, c'est surtout ça qu'on va suivre là-dedans. C'est assez sanglant, c'est assez guerrier et j'ai bien aimé l'histoire mais je vous avoue que j'ai trouvé que le tome 1 était assez fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vous avoue que ce tome là, même si j'ai trouvé que les événements étaient super intéressants, que j'ai adoré retrouver voilà, cette ambiance de Westeros, c'est la plume de George Martin avec cette précision à chaque fois dans les événements, dans les familles, la généalogie, enfin il a un world building assez exceptionnel. Ça devenait quand même un petit peu longuet et d'ailleurs ce tome là j'ai vraiment cru que je n'arriverais jamais à le terminer parce que j'ai passé je sais pas combien de jours dessus alors qu'il est pas très long, il fait 400 pages et qu'en plus c'est écrit assez gros et vraiment j'ai passé super longtemps dessus et vous savez parfois j'étais en train de lire, j'avais l'impression que je lisais depuis une demi-heure et en fait je regardais le nombre de pages et j'avais lu 10 pages. J'étais tout le temps intéressée par ce qui se passait, voilà, j'étais
j'étais quand même prise par les intrigues, je voulais savoir qui allait finir par monter sur le trône, qui allait mourir, qui allait créer une alliance avec qui, mais c'est vrai qu'au bout de 2 tomes, on a eu le temps de voir défiler un grand nombre de personnages qui, comme je le disais, sont tous appelés pareil. S'y perd un peu, comme ils se marient tous entre eux, voilà, la généalogie est assez compliquée. Et j'ai commencé à me perdre un petit peu dans tout ça. Autant dans le premier tome, je voyais très clairement qui était l'enfant de qui. Dans le deuxième tome, je devais quand même très souvent me référer à l'arbre généalogique parce que je commençais à être perdue et il y avait du coup les Targaryens, mais à côté des Targaryens, il y avait toutes les autres maisons de Westeros en fonction de leur alliance, est-ce qu'ils étaient du côté de tel personnage ou de tel personnage. Et là encore, on a un défilé de noms, de maisons, de personnages, d'héritiers, de seigneurs, de... Voilà, ça n'arrête pas et j'étais un peu perdue parce qu'en plus il y a des trahisons, il y a des gens qui changent d'allégeance, pardon. Mais c'était quand même pas mal intéressant et surtout ça m'a méga hypé pour la série qui va du coup sortir le 22 août, j'ai super hâte. Ensuite du coup j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai 2 marque-pages dans le même livre à 5 pages d'intervalle. Alors lequel est le bon? Je pense que c'est celui qui est au début du chapitre. Hop, donc du coup j'enlève celui-ci. Que disais-je? Oui, du coup j'ai commencé 3 Lucioles, le 2e tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjan et franchement j'adore, c'est vraiment trop bien. J'ai lu les 90 premières pages d'une traite hier, c'est super fluide, j'adore toujours autant le personnage de Nox, les intrigues qu'il y a à Gemina et voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome et qui connaissent pas, enfin est-ce que je fais vraiment un résumé? En même temps on l'a tellement vu passer ce livre qu'il s'est passé plein de choses dans le premier tome et là dans le 2e tome Nox va devoir faire à nouveau face, Nox va à nouveau se retrouver face à des situations très difficiles. Il va devoir faire un choix qui devrait ou qui pourrait modifier sa vie à tout jamais et toujours il va continuer à approfondir les mystères un petit peu magiques de la ville et ma foi j'ai hâte d'en savoir plus. Ces 2 trilogies, que ce soit Capitale du Sud ou Capitale du Nord, où on explore beaucoup de sujets, on parle d'éducation, on parle voilà de vie politique et on parle aussi, enfin il y a quelque chose qui est assez central, c'est les relations frères-sœurs, puisque à chaque fois nos personnages ont des frères ou des sœurs et il se passe des choses, voilà, il y a des choses assez étranges, toujours un petit peu de ce côté surnaturel, notamment dans Capitale du Sud. L'histoire familiale de Nox et de sa sœur est quand même assez particulière et j'ai vraiment très hâte d'en savoir plus, de voir où Guillaume Chamanadjan va nous mener. Et en tout cas l'écriture est incroyable, la plume est superbe, enfin vraiment c'est une superbe lecture pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Bref, du coup sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprendrai. Ah oui, alors on a un copain qui arrive à la maison aujourd'hui et je sais pas trop combien de temps il reste, donc tant qu'il est là je sais pas trop si je vais pouvoir filmer ou quoi. Du coup je vous reprendrai plus tard, mais alors quand je ne sais pas, probablement du coup au mois de juin vu qu'on est, j'ai dit qu'on était le combien, on est le 30 donc voilà. Du coup si je veux tous mes points pour le challenge SFFF il faut que je finisse ça aujourd'hui ou demain, normalement ça devrait se faire puisque ça se lit très vite. Et ensuite du coup on sera au mois de juin avec la thématique sur la nature, l'écologie. J'ai déjà préparé une pile à lire, je vous montrerai ma pile à lire du mois de juin plus tard, quoique de toute façon je pense que je vais la mettre sur Instagram, donc je sais pas si c'est très nécessaire que je vous la montre en vidéo. Puis voilà, bref, du coup je vous laisse vraiment ici et puis je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, alors du coup je vous reprends, on est mardi 31, il est 18h30 et je vous reprends parce qu'en fait j'ai fait l'acquisition de nouveaux livres et du coup je voulais vous montrer, je voulais vous montrer ça. Alors le premier livre que j'ai reçu, je l'ai pris, je l'ai pris dans ma boîte aux lettres, ça fait un peu bizarre, je vais au marché, je prends mon livre, mais non pas du tout. Le premier livre que j'ai reçu du coup c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions. J'ai lu, puisque j'ai reçu l'édition poche du coup du roman de Sarah Gimas, Maison de la Terre et du Sang, Creation City du coup, que vous devez sûrement connaître, qui je crois est quand même assez connu. Il est sorti en grand format chez Dos Saxus. Déjà en grand format je crois que c'est assez balèze comme roman et du coup en poche je vous laisse regarder. Il est quand même assez énorme et il fait un petit peu plus de 1000 pages. Donc voilà, celui-ci c'est ma mère qui me l'a recommandé puisqu'en fait elle l'a acheté Bah oui, je crois qu'elle l'a acheté en grand format chez Dos Saxus et elle l'a vraiment adoré. Elle arrête pas de me dire il faut vraiment que tu lises, tu verras, c'est vraiment très cool. Alors je sais pas exactement de quoi ça parle pour être honnête, parce que juste ma mère quand elle commence à me faire des résumés, elle finit par me donner toute l'histoire, elle fait ça pour tout. Elle est du genre, vous savez, à me dire j'ai regardé tel truc sur Netflix, il faut vraiment que tu regardes, c'est trop bien, et elle commence à m'en parler et en fait elle me donne la fin, elle me spoil tout. Donc maintenant quand elle commence à me parler d'un truc qu'elle aime bien, je lui demande tout de suite de s'arrêter. Du coup en vérité je sais vraiment pas trop de quoi ça parle. Là d'après le résumé on va suivre une jeune femme qui est mi-fae mi-humaine, et puis va y avoir des trucs, va y avoir un meurtre
et elle va se retrouver entraînée dans une enquête et elle va devoir faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Franchement ça me dit bien, ça a l'air très sympa. Et sinon j'ai acheté tout à l'heure en librairie le roman Le Temps du déluge de Margaret Atwood, parce qu'en fait Guillaume m'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années. Il m'avait offert du coup le roman Madadam de la même autrice, et en fait je me suis aperçue que c'est pas vraiment que c'est une trilogie, c'est plutôt que c'est une espèce de triptyque, mais il y a une chronologie. Et en fait le temps du déluge se déroule du coup avant Madadam, et il y en a encore un après. Je sais plus si c'est le dernier homme ou je sais plus le titre. Je me suis dit que ça valait quand même le coup de commencer par le premier pour ne pas me spoiler le tome 2. J'ai failli me le prendre dans la tronche. C'est du coup un roman d'apocalypse climatique, et en fait j'ai prévu de le lire du coup le mois prochain, donc qui commence demain, parce qu'on est le... Ah, on est le 30 ou le 31, parce que je crois que je sais plus combien il y a de jours ce mois-ci. Bon bref, peu importe. Et du coup la thématique du challenge SFFF pour le mois de juin, c'est nature, écologie, forêt, quelque chose comme ça. Et on a un défi notamment qui s'intitule lire un roman avec la nature qui est hostile, et là en l'occurrence on a une apocalypse climatique. Je pense qu'il y a moyen que ça rentre dans le défi. Alors je vous avoue que si ça rentre pas dans le défi je serais un petit peu dégoûtée, mais a priori ça devrait fonctionner, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire ça. J'adore le post-apo, j'adore Margaret Atwood, du coup j'ai vraiment très hâte. Et sinon du coup pour ma lecture en cours, je suis toujours dans 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian. Il me reste aujourd'hui pour le terminer, il me reste 200 pages, donc j'aimerais bien me mettre à lire là quand j'aurai coupé la caméra, et franchement j'aime trop, c'est vraiment... Franchement c'est trop bien, il se passe des trucs mais incroyables, et c'est vraiment génial. On a beaucoup d'actions, de complots politiques, de trahison, de secrets, de trucs comme ça. On en apprend plus sur l'univers, on commence à entreapercevoir des choses de l'univers, du passé des personnages, que je trouve hyper intriguant. Enfin bref, j'ai qu'une envie, c'est me replonger dedans et avancer ça, mais en même temps j'ai un petit peu peur parce que je sais que ça se termine sur un gros truc, et après il va falloir terminer, enfin après il va falloir attendre plusieurs mois avant d'avoir le dernier tome, et franchement je... Donc voilà du coup pour ma lecture en cours, je vais essayer de terminer ça d'ici ce soir, normalement ça devrait le faire parce que ça se lit vraiment très bien, et on est que... Bon, il est bientôt 19h, va quand même falloir que je me mette un petit coup de machin, mais ça devrait le faire. Bref, du coup sur ce je vous laisse ici, et puis je vous reprends demain pour vous présenter ma pile à lire, et peut-être vous dire quelques mots finaux, quelques mots pour conclure là-dessus. Bon, bref voilà, du coup je vous laisse ici et je reprends demain. Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est mercredi 8 juin, j'ai pas mal tardé à venir vous faire la conclusion de ce vlog parce que on avait un copain à la maison tout de suite, enfin bon bref j'ai oublié, en fait j'avais totalement oublié de venir pour clôturer le vlog. Du coup je vous ai pas non plus préparé ma pile à lire pour le mois de juin, mais en fait vu que le mois de juin est déjà bien entamé, vu qu'on est le 8 juin, vous aurez déjà voilà, la plupart de mes lectures dans les vlogs à venir. Du coup bon bref, on va pas faire ça finalement. De toute façon je vous ai mis ma pile à lire sur Instagram, donc si vous voulez savoir ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci, tout est disponible sur Instagram. Et du coup je viens juste très rapidement pour vous dire quelques mots sur 3 Lucioles que j'ai terminé du coup il y a une bonne semaine déjà maintenant. C'était trop bien, voilà, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré le tome 2 autant que le tome 1, c'est ça, voilà, ça confirme le coup de cœur. Même si, alors je vous en ai déjà pas mal parlé dans le vlog, du coup je vais pas revenir dessus, je voudrais juste faire quelques commentaires sur la fin. Je trouve qu'il y a un moment de la fin que j'ai pas aimé, c'est le moment du discours en fait. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez sûrement de quoi je parle. Il y a un personnage qui fait une espèce de discours qui est censé être un petit peu épique, inspiration et tout. Moi c'est un passage qui est totalement tombé à plat chez moi, je sais pas, j'ai pas été du tout réceptive, j'ai trouvé que ça sonnait bizarre, enfin ouais, j'ai pas été réceptive du tout à ce passage là, j'ai trouvé que ça sonnait creux, et bref du coup j'ai pas trop aimé. Et autre chose que j'ai été un petit peu, enfin sur lequel j'ai été un peu dubitative dans ce tome, c'est que on a un personnage qu'on rencontre en fait dans ce tome là et qui prend de l'importance, mais je trouve que en fait on le connaît pas bien ce personnage. J'ai pas vraiment réussi à tisser de lien avec le personnage, même si on avait des choses sur elle et tout. Je sais pas, j'ai trouvé que en fait j'ai trouvé que c'était quand même pas mal rapide la manière dont elle s'insérait dans l'histoire, et je sais pas, ça m'a un petit peu gênée. Après c'est des romans qui sont assez courts puisqu'il fait 400 pages, le premier tome devait faire 400 pages à peu près aussi. Donc c'est vrai que voilà, on n'approfondit pas énormément, mais j'ai trouvé que cet aspect là était peut-être un petit peu trop rapide à mon goût. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On découvre des choses exceptionnelles dans ce tome 2, voilà, il y a des... alors c'est cool parce qu'on répond à certaines questions mais pas tellement, mais par contre il y a plein d'autres mystères, plein d'autres questions qui se posent, donc ça me rend vraiment très curieuse pour le tome 3 qui je pense va être
assez dingue parce qu'il va falloir résoudre tout ça. Enfin bon bref, j'ai vraiment super hâte. Et voilà, du coup pour cette lecture je vous ai dit je voulais que ça soit rapide parce que le vlog est certainement assez long comme ça. Voilà, du coup sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.